grande édition du journal. Bonsoir à toutes et à tous, merci de nous rejoindre pour ce journal de 20h du lundi 20 avril 2026. À la une ce soir, torture, scandale et indignation. Une vidéo glaçante Sékou Kinshasa, un jeune homme violemment battu, des hommes en uniforme pointés du doigt et au cœur de la tempête médiatique. Un nom, Rebo Chulo, artiste musicienne, que s'est-il réellement passé ? Face à l'onde de choc, les autorités montent au créneau. Une enquête est ouverte pour démêler les vrais du faux. On fait le point tout de suite dans ce journal. Les gestes forts et sans équivoque. Les inquiétudes sur un éventuel non-paiement viennent d'être balayées à Kinshasa. Les tons est donné. Les bâtisseurs du service national ont bel et bien perçu leur dû entre satisfaction générale et curiosité sur les coulisses, dans les coulisses plutôt, les sujets fait déjà grand bruit. Restez avec nous, on en parle dans les détails dans ce journal. Bienvenue à tous, Istanbul, théâtre d'une diplomatie parlementaire engagée pour la paix en République démocratique du Congo. Et bien, à la clôture de la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire, la délégation du Sénat conduite par son président Jean-Michel Samalukonde Kyenge a porté haut la voix du pays, exposant la réalité sécuritaire de l'Est et appelant le Parlement du monde à s'impliquer davantage dans la résolution des conflits. Janine Kalenga, Gilon Piana et bienvenue Loussala. Après sa participation active à toutes les sessions organisées à la 152e Assemblée de l'Union interparlementaire à Istanbul en Turquie, où il a appelé ce père à accompagner la République démocratique du Congo dans ses différents processus de paix sous l'impulsion de la diplomatie agissante du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Jean-Michel Samalukonde, qui a participé à ces travaux interparlementaires en sa double qualité de président du Sénat de la République démocratique du Congo et président de l'Union parlementaire africaine, s'est dit satisfait d'avoir porté si haut la voix de la République démocratique du Congo. Ici, le Parlement de la République démocratique du Congo a été valablement représenté, tel que nous l'a toujours été indiqué par son Excellence Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de toujours être présent dans les grandes rencontres mondiales. La thématique de cette 152e Assemblée, c'était cultiver l'espoir, consolider la paix et assurer la justice pour les générations futures. Pour notre part, nous sommes venus rappeler justement que nous souhaitons léguer à ces générations futures une République démocratique du Congo en paix. Le speaker de la Chambre haute du Parlement, Samalukonde, a eu plusieurs réunions bilatérales et rencontres stratégiques avec des présidents des différents pays, notamment la Zambie, la Namibie, l'Angola et la Turquie. Jean-Michel Samalukonde a également participé à la réunion du groupe de la SADC. Cette session d'Istanbul se distinguera non seulement par le nombre élevé des participants, mais aussi par l'élection de la Romane Anda Philippe au poste de secrétaire général de l'Union interparlementaire en remplacement de Martin Chungong, dont le mandat est arrivé à terme. Une cérémonie d'hommage et de remerciement a été organisée à son honneur. Cap sur Ankara, où la République démocratique du Congo engage un tournant stratégique majeur dans sa coopération militaire, et bien en mission de haut niveau. Le vice-premier ministre, ministre de la Défense nationale Guy Kabombo Mwandiavita, ouvre de nouvelles perspectives pour le renforcement de capacités des forces armées de la République démocratique du Congo dans un contexte plutôt sécuritaire, toujours sous tension. Sandra Nyangui et Jires Tofunji ont signé ces reportages. Cap sur Ankara pour la montée en puissance des forces armées de la République démocratique du Congo. Après Paris, le vice-premier ministre, ministre en charge de la Défense nationale et des anciens combattants, Maître Guy Kabombo Mwandiavita, poursuit son offensive diplomatique. Depuis dimanche, il séjourne dans la capitale turque à la recherche d'une expertise capable de renforcer les capacités opérationnelles des FARDC. Dans les viseurs, une coopération militaire renforcée et surtout la diversification de l'industrie de défense congolaise. Ce lundi, le VPM de la Défense nationale a entamé une mission de prospection au cœur des installations industrielles militaires turques.
Une immersion stratégique pour s'inspirer du modèle puissant. La Turquie, deuxième force de l'OTAN et acteur majeur mondial dans la production d'équipements militaires. Cette démarche s'inscrit dans un vaste chantier de réforme avec un objectif clair, doter la République démocratique du Congo d'outils modernes et poser les bases d'une industrie de défense souveraine. Sur place, Maître Guy Kabombo Modianvita a exploré plusieurs segments clés de l'appareil industriel de l'armement turc, de la conception à la production. À l'issue de cette visite, il s'est dit satisfait de l'expertise turque et déterminé à consolider davantage ce partenariat stratégique. Une mission qui pourrait marquer un tournant dans la mise en œuvre concrète des accords entre Kinshasa et Ankara. Pour rappel, en juillet 2025, Maître Guy Kabombo Modianvita avait déjà échangé avec son homologue turc Yassar Gouler en marge d'un salon international à Istanbul. Au cœur des discussions, la formation des FARDC, le transfert des compétences et l'acquisition d'équipements adaptés aux défis sécuritaires du pays. Et au lendemain de la 9e session de pourparlers entre le gouvernement de la République et l'AFC M23, l'armée rwandaise et ses supplétifs viennent de violer les engagements de cessez-le-feu dans le haut plateau des Minembwe. Bilan provisoire, 4 morts et plusieurs blessés. Les forces armées de la République démocratique du Congo condamnent cette attitude belliqueuse du Rwanda à travers ses communiqués. Suivez. Les forces armées de la République démocratique du Congo portent à la connaissance de l'opinion tant nationale qu'internationale qu'au lendemain de la 9e session de pourparlers entre le gouvernement de la République démocratique du Congo et l'AFC M23 à Montreux en Suisse, l'armée rwandaise a une nouvelle fois violé ses engagements en sémant la mort et la désolation dans les hauts plateaux des Minembwe en province du Sud Kivu. Dans la soirée du samedi 18 avril 2026, les drones de la coalition RDF AFC M23 ont pilonné non seulement les positions des forces armées de la République démocratique du Congo, à Mikenge et à Kakenge, mais également des zones habitées par la population civile au point zéro. À l'heure actuelle, le bilan encore provisoire fait état de 4 civils tués et 8 autres blessés, en majorité des femmes et des enfants. Tout en condamnant avec la plus grande fermeté cette nouvelle attitude belliqueuse de l'armée rwandaise et de ses supplétifs, les forces armées de la République démocratique du Congo présentent leurs condoléances les plus attristées aux familles endeuillées et expriment leur compassion aux blessés. Les forces armées de la République démocratique du Congo se réservent le droit de mettre en œuvre toutes mesures appropriées et de conduire les ripostes nécessaires conformément à leur mission régalienne en vue de garantir la protection des populations civiles. J'en parlais tout à l'heure dans le titre. Une vidéo choc sur la toile montrant un jeune homme violemment battu par des hommes en uniforme. Cette vidéo provoque indignation à Kinshasa. Soupçonnée d'avoir assisté à la scène, la chanteuse se retrouve au cœur d'une tempête médiatique. Il s'agit des Robochulo, tandis que la justice a ouvert une enquête pour faire toute la lumière sur ces faits graves. Le ministre de la Justice a instruit pour qu'une enquête soit ouverte. On va y revenir avec plus de détails dans nos prochaines éditions. Nouvelle génération en ordre de marche. Les jeunes magistrats ont été accueillis lors d'une session dédiée à l'éthique et à la déontologie avec en toile de fond une ambition claire, bâtir une justice responsable et impartiale. Les explications avec Bobo Anan Mokonzi. Le Centre culturel et d'art d'Afrique centrale à Kinshasa a servi de cadre ce samedi 19 avril. Des travaux de la journée d'accueil et des sensibilisations de nouveaux magistrats organisés par l'Association de jeunes magistrats du Congo. Portée par une vision d'excellence, cette structure ambitionne de transformer le paysage juridique congolais par l'encadrement et le mentorat de nouveaux recrutés. Sous la présidence de Marie-Lydie Makelele, présidente nationale de l'AJMCO, la cérémonie s'est déroulée en présence de figures marquantes du monde juridique et politique, notamment les secrétaires permanents du Conseil supérieur de la magistrature et le député national Raphaël Kibuka. Avec l'avènement de ces 5000 magistrats, nous en croire qu'ils apporteront une nouvelle touche, ils apporteront un vent nouveau de manière à ce que
la justice revête l'honneur, la dignité, la robe qu'elle avait par le passé. Non, mais nous leur avons dit de pouvoir respecter la déontologie et l'éthique. Ils feront face tout au long de leur parcours, tout au long de leur carrière, à deux principaux fléaux, la corruption et le trafic d'influence. Ces lancements marquent une étape décisive pour les magistrats débutants, souvent confrontés aux défis complexes dès leur entame de leur carrière. Cette journée de sensibilisation a tourné autour d'un thème qui est l'éthique et la déontologie, qui pour nous est le pilier d'une justice forte. La JUMCO ne se veut pas seulement un centre de réflexion, mais une véritable communauté solidaire. Selon les termes de sa présentation officielle, l'association repose sur différentes valeurs, entre autres la promotion des standards élevés, des compétences et une éthique irréprochable, le partage des connaissances entre pairs et la lutte contre la corruption. Réforme de retraite en République démocratique du Congo. Les processus s'accélèrent et prend une nouvelle dimension avec déjà 16 000 fonctionnaires mis à la retraite. Et sur le terrain, Jean-Pierre Liaou, vice-premier ministre, ministre de la fonction publique, change la méthode et impose la proximité sur le terrain en allant jusqu'à remettre personnellement les actes de mise à la retraite à domicile. Nadine Kilosho et Moke Maluma. La matérialisation du combat du progrès social se manifeste à travers la mise en application des idéaux de justice sociale. Engagé dans ce processus, le vice-premier ministre, ministre de la fonction publique Jean-Pierre Liaou a posé un acte concrétisant la promesse faite à l'agent Biya Okako le 25 mars 2026 lors des audiences en rendez-vous organisées chaque mercredi dénommé Farafara. Alors, ce qui est document est bimi, Après avoir reçu le décret du chef de l'État mettant à la retraite l'agent Biya Okako du ministère de la Jeunesse élevé au rang du secrétaire général, le vice-premier ministre Jean-Pierre Liaou s'était rendu en toute simplicité au domicile de cet agent dans la commune de Ngaliema pour lui remettre les actes administratifs de sa mise à la retraite. Depuis son avènement à la tête de la fonction publique, le vice-premier ministre, sous le leadership du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a fluidifié le processus de la mise à la retraite avec plus de 16 000 agents envoyés à la retraite en toute dignité et ce processus se poursuit. L'article 2, Alobi sont mis à la retraite au grade de directeur et promus à titre honorifique au grade de secrétaire général les hauts fonctionnaires dont le service, nom, poste, nom, prénom et matricule suivent. Parmi les hauts fonctionnaires, dans le ministère de la Jeunesse, il y a une certaine Biya Okako. En posant cet acte de haute portée sociale, le vice-premier ministre démontre la détermination du gouvernement de ne pas laisser ses bâtisseurs au bord du chemin. Kinshasa, carrefour des sciences et de l'innovation, eh bien, la 13e édition de la Semaine des sciences et technologies s'est clôturée à l'Académie des Beaux-Arts dans une ambiance à la fois conviviale et scientifique. Au cœur des échanges, la valorisation des richesses minières, mais aussi la formation de jeunes pour mieux répondre aux défis de ces secteurs. C'est un commentaire signé Anastasie Doumbou. Un panel fort enrichissant composé du vice-premier ministre, ministre de l'économie Moukoko Samba, de l'éducation nationale Raissa Malou et celui des mines Louis Watoum, ainsi que le général Bintou, a rythmé la cérémonie de clôture de la 13e édition des sciences et technologies en se penchant sur la cruciale question des richesses minières, de la formation de jeunes de ces domaines clés de l'économie nationale. Aujourd'hui, on gagne en exportant, mais on gagnerait plus en produits industriels qui sont issus de la matière brute. Si vous me demandez quelle est la voie à suivre, eh bien, la voie à suivre, elle est connue, c'est de créer de la valeur ajoutée localement et les revenus fiscaux qui sont finalement exportés et les centaines de milliers d'emplois qui pourraient être créés en industrialisant les filières du cobalt, du cuivre, du 3T, du lithium. 3 idées fortes ont jailli des riches discussions. Dans l'ensemble, il n'y a pas de transformation sans compétences techniques maîtrisées
ni des performances sans organisation et système efficace. La science dialogue enfin avec ce que nous sommes. Fort de cette identité, nous levons les yeux. Plus haut, plus loin, les technologies spatiales entrent en scène pour observer notre Terre autrement et servir avec une précision céleste le développement durable de notre continent. Le rendez-vous est donc pris pour 2027. Et Kinshasa et Lusaka renforcent leur coopération économique pour lutter contre les dumpings, fluidifier en même temps les échanges et moderniser les frontières. Une commission mixte d'experts sera mise en place pour concrétiser cet accord bilatéral. Eric Kabamba. Autour de la table, deux pays voisins déterminés à booster leur coopération. À Kinshasa, le ministre congolais du commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, et son homologue zambien du commerce et de l'industrie ont évalué l'accord commercial bilatéral liant leurs États. Au cœur des échanges, la lutte contre le phénomène des doping, mais aussi la mise en œuvre de l'accord signé récemment à Lusaka pour la construction et la digitalisation des postes frontaliers à arrêt unique, notamment à Kasumbalesa, Kipushi, Sakanya et Mukambo. Pour accélérer ces processus, une commission mixte d'experts a été mise en place avec pour mission d'augmenter les volumes des échanges commerciaux entre la RDC et la Zambie. Juste après, le ministre congolais du commerce extérieur a échangé avec le directeur général des Trademark Africa. Au menu, l'évaluation des projets financés en RDC, notamment la construction des postes frontaliers, dont celui des Mahagi en Ituri, ainsi que la formation des producteurs, exportateurs et experts du secteur public. Le gouvernement congolais a également plaidé pour un renforcement de cet accompagnement afin de rendre plus compétitifs les produits made in DRC sur le marché international. Washington, vitrine de l'attractivité congolaise. Eh bien, le directeur général du Fonds de promotion de l'industrie, Hervé-Claude Batukonké, a présenté une République démocratique du Congo en pleine mutation devant les décideurs internationaux, mettant en avant les réformes, le secteur porteur et l'appel aux investissements pour positionner les pays comme une destination crédible des capitaux et de l'industrialisation. C'est un commentaire signé Alain Bikaï. Devant un parterre composé notamment de la Banque mondiale, des décideurs publics et d'hommes d'affaires, Hervé-Claude Batukonké, le DG du Fonds de promotion de l'industrie FPI, a présenté une RDC en pleine transformation. Son message est clair, le pays est ouvert aux investisseurs et engagé dans l'amélioration du climat des affaires sous l'impulsion du président Félix-Antoine Tshisekedi. Sans occulter les défis sécuritaires à l'Est, le DG du FPI a insisté sur l'immense potentiel économique du pays, mettant en avant les trois secteurs stratégiques, l'agroalimentaire, les industries extractives et les services. Il a également réaffirmé l'accompagnement du FPI à tout investisseur sérieux prêt à s'implanter en République démocratique du Congo. C'est une grande opportunité qui nous est offerte pour essayer de parler encore développement au niveau de la République démocratique du Congo, mais surtout à l'international. Vous savez, nous devons tout mettre en œuvre pour attirer les investisseurs chez nous, pour soutenir la classe moyenne, créer les emplois et permettre à ce que les choses puissent bouger et que la RDC puisse être au centre de tout. Cette intervention s'inscrit dans une dynamique de diplomatie économique active menée par Hervé-Claude Batukonké visant à attirer des capitaux et renforcer les partenaires internationaux. Une opération de séduction réussie qui contribue à repositionner la RDC comme une destination crédible pour les investissements structurants. Le service national tranche et met fin aux rumeurs. Eh bien, les bâtisseurs du service national ont bel et bien été payés. Un geste fort qui dissipe les inquiétudes et suscite à la fois satisfaction et curiosité sur les coulisses de cette opération. On en parle dans ces reportages. Des sourires qui en disent long. À Kinshasa, l'heure n'est plus aux promesses, mais aux preuves. Les bâtisseurs, hier Koulouna, ont commencé à percevoir leur rémunération, concrétisant ainsi leur engagement. L'opération ordonnée par le lieutenant général Jean-Pierre Kassongo-Kabouik, commandant du service national, a d'abord ciblé les bénéficiaires de la commune de Kintambo avant de se poursuivre dans la commune de Lantsele sous la supervision du service national
et son personnel. Ambiance électrique, chants, danse et mots de gratitude à l'endroit du président de la République Félix-Antoine Tshisekedi, reconnu pour cet engagement qui consiste à la transformation de l'homme pour le bien-être communautaire. On a passé au contrôle biométrique et aujourd'hui, on a commencé aussi à nous payer comme les fonctionnaires de l'État, comme les agents de l'État. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, un grand merci parce que c'est lui qui a renouvelé cette société. Et nous remercions aussi notre général Jean-Pierre Kasson-Kabouiti pour son idée aussi de nous transformer. On avait besoin de bénéficier d'abord des métiers. Alors, pour le moment, je suis un maître agistère. Voilà, aujourd'hui, j'ai eu mon argent. Dans peu de mois, j'aurai ma parcelle par rapport à l'économie que je suis en train de faire. Ce n'est pas une mince affaire. J'ai encore une longue vie. Ma prière que je fais chaque jour est que celui qui sera contre cette œuvre, que Dieu s'engage avec lui. Et depuis Kinshasa, un message d'encouragement retentit jusqu'à Kanyama Kasese. Gardez les caps, car chaque effort finit par payer. L'université catholique Omnia Omnibus présente son projet de construction d'un bâtiment moderne. Le but est évidemment celui de moderniser l'enseignement supérieur, mais aussi de renforcer ses capacités d'accueil. Le recteur de cet alma mater en a fait part au ministre de la Communication et Médias Patrick Mouyaya, Gaëtan Magalano. Le ministre de la Communication et Médias, élevé au titre d'ambassadeur de l'université Omnia Omnibus, une distinction qui s'inscrit dans le cadre du projet Omnia Fund Me, visant à mobiliser de soutiens institutionnels et stratégiques en faveur de l'éducation et de l'inclusion. Sinon, le recteur de cette université catholique de l'archidiocèse de Kinshasa, ses choix reposent à la fois sur l'importance de fonctions assumées par le ministre, mais aussi sur la qualité de relations déjà établies avec l'université. D'ailleurs, un espace spécifique sera dédié au ministre Mouyaya en reconnaissance de ses contributions et de son engagement dans les secteurs de la communication. Notre université a choisi son Excellence, Monsieur le ministre Patrick Mouyaya, comme un de ses ambassadeurs pour l'éducation et l'inclusion, une mission qui consiste à promouvoir la mission de l'œuvre d'éducation de notre université et de pouvoir l'aider aussi dans le réseau institutionnel, dans le travail que l'université réalise, ainsi que dans ses différents projets. Autre sujet au menu de cette audience, le projet de construction d'un bâtiment académique de type R+2 porté par l'université. Le recteur l'a rappelé que Patrick Mouyaya Katimbo avait pris part l'année dernière aux journées scientifiques de la faculté de sciences de l'information et de la communication, où son intervention avait fortement marqué les esprits. 25 mars, c'était le mois dernier, eh bien une date de mémoire et de vérité à l'occasion de la journée internationale des victimes de l'esclavage et de la traite transatlantique. La reconnaissance de la traite négrière comme l'un des crimes les plus graves contre l'humanité est remise au cœur du débat. En RDC, le directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo salue cette reconnaissance et appelle à préserver la mémoire collective. Mireille Ndeke. L'histoire de la traite négrière au XIXe siècle a été proclamée comme le plus grave crime contre l'humanité par les Nations Unies. Aux musées nationaux du Congo, cette proclamation de la traite négrière comme crime contre l'humanité est une avancée majeure dans l'histoire du continent. La République démocratique du Congo occupe une place centrale dans cette histoire tragique, en raison de sa position géographique et de son étendue territoriale, qui l'ont placé au cœur de deux grandes formes de traite des esclaves. La traite transatlantique à l'ouest, la traite orientale ou océanique à l'est. Cette double exposition historique explique l'ampleur des pertes humaines, sociales et culturelles subies par le territoire congolais, faisant de la RDC l'un des épicentres majeurs de la traite négrière africaine. Les souvenirs de ces images et scènes poignantes sont restés vivaces dans la mémoire des Africains. Gardien de la mémoire collective nationale, l'Institut des musées nationaux du Congo s'est toujours tenu aux côtés des victimes
en perpétuant le devoir de mémoire à travers la commémoration de cette journée internationale. Il est essentiel que ce crime ne soit jamais oublié, car il constitue une part intégrante de l'histoire de notre nation. L'étape suivante consistera donc à la réparation, notamment la récupération des objets culturels pillés, vœu de plusieurs Africains disséminés dans le monde entier. André Flao, homme d'État belge élevé au rang des garants crédibles pour la paix par le CULPAC et les collectifs européens de droits humains lors d'une cérémonie officielle, un signal fort en faveur de la diplomatie et de la stabilité. David Moubenga. Soucieux de remplir sa mission, celle de promouvoir, maintenir, renforcer, rétablir la paix et les droits humains à travers le monde, le Conseil universel pour la paix des nations et continents CULPAC en sigle a, dans le cadre du collectif européen des droits de l'homme, honoré le ministre d'État belge André Flao en le désignant en qualité de garant crédible pour la paix. Une distinction prestigieuse réservée exclusivement aux personnalités jouissant d'une crédibilité reconnue dans leur engagement en faveur de la paix, du dialogue et des droits humains. Cette cérémonie a été présidée par le directeur général du CULPAC, Daniel Santoubiko, assisté par son conseiller diplomatique, Patrice Salaga. La désignation de M. André Flao en qualité de garant crédible de la paix s'inscrit dans une démarche qui vise à reconnaître celles et ceux dont l'action, au fil des années, a favorisé la stabilité, la coopération et la dignité humaine. Cette distinction n'est pas une récompense. Le ministre d'État André Flao a exprimé sa gratitude envers le collectif européen et le CULPAC pour cette reconnaissance, soulignant son engagement et son adhésion dans le programme Ville de la paix auquel la ville de Kolwezi est associée en République démocratique du Congo depuis 2023 pour son développement intégral. Le CULPAC va amener en République démocratique du Congo dans les tout prochains jours une forte délégation de députés européens et membres du collectif européen et diplomatique. Devant une base chauffée à blanc, Augustin Kabouya, président intérimaire de l'UDPS, a fait une mise au point politique ferme, saluant en même temps l'action internationale du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi, recadrant les débats internes et clarifiant plusieurs dossiers sensibles dans un discours de mobilisation. Alain Bikaï. Comme à l'accoutumée, la base de l'UDPS a réservé un accueil chaleureux à son secrétaire général, signe d'un soutien toujours intact. Prenant la parole, le président intérimaire du parti, honorable Augustin Kabouya, est revenu sur l'accueil et les applaudissements frénétiques réservés au chef de l'État, Félix Tshisekedi à Brazzaville, lors de la prestation des serments de son homologue congolais, Denis Sassou Nguesso. Il a appelé les cadres militants à intensifier la mobilisation pour promouvoir les actions du président, soulignant sa popularité au-delà des frontières. Sur la question de la succession, il a été catégorique. Il n'en est pas question tant que le chef est encore vivant. Évoquant ensuite les dossiers des migrants expulsés des États-Unis, il a précisé qu'il s'agit d'un accueil temporaire des 15 ressortissants de Pérou, de Bolivie et de l'Équateur, dénonçant les informations jugées alarmistes. Abordant l'élection du gouverneur d'Issankourou, Augustin Kabouya a déploré le triomphalisme au sein de l'Union sacrée, tout en affirmant que l'autorité de référence n'avait soutenu aucun candidat, rappelant que ce rôle revient aux partis politiques. Enfin, il a annoncé une cérémonie solennelle le 24 avril au siège du Parti délimité, marquant le 36e anniversaire du multipartisme en République démocratique du Congo, en hommage à Étienne Tshisekedi Mulumba, d'heureuse mémoire.
D'une formation politique à une autre, le PALU réaffirme son engagement total pour la paix, l'unité et la prospérité. À travers une déclaration forte, le parti lumumbiste unifié s'aligne derrière la vision présidentielle et appelle à la mobilisation nationale pour bâtir un Congo stable et prospère. Vital Pagabita. Le parti lumumbiste unifié est membre à part entière de l'Union sacrée de la nation. À ce titre, il reste attaché à la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Cela dit, au cours de ce point de presse, le communicateur principal du PALU, Robert Ngambi, a répondu à toutes les questions de la presse, en particulier en ce qui concerne les enjeux politiques de l'heure, la situation sécuritaire dans l'Est, le processus de paix enclenché à Washington, les négociations de Doha, l'accord économique RDC-États-Unis, l'accord sur les migrants, mais aussi la marche du parti. De tous ces actes de décision judiciaire, le vice-premier ministre, ministre de l'Intérieur, va prendre acte de mutation du changement opéré à la tête du parti lumumbiste unifié. Ce troisième congrès extraordinaire a donné le leadership du parti lumumbiste unifié au camarade Didier Mazenga Mokanzu, qui a été élu à l'unanimité. Ce point de presse montre à quel point le PALU demeure un parti nationaliste en défendant l'intérêt supérieur de la nation aux côtés du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et voilà qui met un terme aux 20h de ce lundi 20 avril 2026. Madame, Monsieur, merci de l'avoir suivi. Retrouvez à 23h Bobo Anand Mokonzi et bonsoir chez vous.